Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je vous propose un entretien avec le coach et superviseur Gilles Dufour. Ex-président de la Fédération des superviseurs professionnels, Gilles est depuis le 1er janvier 2022 le président du syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision, communément appelé CIMAX. L'occasion parfaite d'échanger avec lui sur l'évolution du coaching et de la supervision en France. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau parcours de coach, découvrez le portrait d'un guerrier humaniste passionné par son double métier et qui s'engage autant pour le pratiquer que pour le défendre. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Gilles Dufour, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard lorsque tu avais 7 ans ? Je ne me souviens pas. Par contre, je me souviens très bien de mon envie professionnelle quand j'avais 14-15. Je rêvais d'être architecte. J'ai entendu un philosophe récemment qui disait que être heureux dans la vie, finalement, c'est réaliser ses rêves d'enfant. Donc j'ai travaillé avec mon superviseur. Ça voudrait dire quoi aujourd'hui être architecte de ma vie ? Et aujourd'hui, je réfléchis beaucoup à ma vie comme un architecte. Qu'est-ce que je construis ? Où sont les fondations ? Et quelle forme j'ai envie que ma vie ait ? Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque part mon rêve d'enfant. Mais donc c'est encore un rêve qui est prégnant. Tout à fait. C'est un rêve encore prégnant et c'est un rêve auquel je pense régulièrement d'ailleurs. Comment je structure ma vie, qu'est-ce que je change, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, quelle est la pièce que je dois refaire. Je réfléchis beaucoup comme ça sur ma vie. Quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant, Gilles ? C'est beaucoup les qualités d'autonomie. Je savais assez bien ce que je voulais. C'était beaucoup autour de ça. Un peu de leader déjà, j'étais plutôt chef de bande, mais j'étais aussi un peu un chef de bande dedans-dehors. Je faisais partie de plusieurs groupes, je n'avais pas un groupe fixe. Autonomie ou indépendance ? Entre les deux, parfois autonomie, parfois indépendance. Aujourd'hui, je suis un indépendant. Quelles études as-tu fait ? J'ai fait d'abord Supélec, option énergie électrique, c'est-à-dire centrale nucléaire. Après, je suis parti à HEC, parce que j'ai compris que le job d'ingénieur n'était pas un job qui allait m'intéresser. Après, à l'époque, on avait le service militaire. Et après, j'ai fait un mini MBA finance, puisque JP Morgan m'a embauché parce que je ne connaissais rien à la finance. Et donc, m'a envoyé à New York faire un mini MBA finance. J'ai une triple culture, on va dire. Et donc, quelle a été ta première partie de carrière, si je comprends bien, la finance ? J'ai hésité entre l'informatique et la finance. Et en fait, oui, j'ai pris la finance parce que JP Morgan m'a envoyé aux États-Unis et j'ai travaillé 12 ans comme trader, vendeur, manager autour des produits structurés, autour de la dette, entre Paris, Londres et New York. Et comment es-tu venu au coaching alors ? C'est une belle rencontre. Comme toujours, je pense que dans la vie, les grands moments, les grands événements, ils arrivent avec une rencontre. Il se trouve qu'à New York, j'avais un super appartement en tant que trader. Et donc, j'avais beaucoup de copains qui venaient squatter mon appartement. Et il y en a un franco-américain, qui était en train de monter une entreprise avec qui je suis devenu ami. Et un jour, il s'est formé au coaching à Columbia. Et quand on est coach au début, on cherche des gens avec qui s'entraîner et le faire. Et donc, il s'est entraîné sur moi alors que j'étais en pleine partie de carrière de trading. Donc, je me posais même pas la question. Mais j'ai trouvé qu'il m'avait posé des questions intéressantes et qu'un jour, c'était un métier qui pourrait m'intéresser. Et donc, quand j'ai eu envie de quitter la finance, il m'a dit « prends un coach ». Et j'ai pris un coach à titre perso. Et après, ça m'a emmené vers le coaching. Et quelles études as-tu suivies pour justement assurer ton virage professionnel vers le coaching ? Alors à l'époque, c'était en 99, il n'y avait pas d'école de coaching au sens formalisé en France, plus j'étais à Londres. Donc je suis allé à New York faire, on va dire, plus du compagnonnage / formation sur une société américaine qui s'appelait TG Associates et qui m'a formé initialement au coaching. Et après, je suis rentré en France pour raisons personnelles. Après, j'ai suivi un cursus plutôt de formation continue. Ma formation initiale, c'est une formation de coach à l'américaine, c'est-à-dire comportementaliste. Et alors donc justement, tu disais en France, tu as suivi une formation continue. Quelle était-elle en fait ? Première école, j'avais fait à l'IFPNL de l'analyse systémique. Donc j'ai une grosse majeure d'analyse systémique qui en plus en tant qu'ingénieur en centrale nucléaire, on est très systémicien. Après j'ai fait des mineurs qui sont en dialogue intérieur, qui sont en gestalt et qui sont en culture jungienne, psychologie jungienne. Et en gestalt, t'as fait quelle école ? J'ai fait Dominique Baumgartner, Cree Coaching, qui est un mélange de Jung et de gestalt. Donc c'est pas la gestalt pure. C'est l'analyse systémique qui est le plus pur parce que c'était le docteur François Balta qui est connu, qui était vraiment à l'IFPNL de la pure systémique et de l'orienté solution. Et que retiens-tu de ces différentes formations ? Je me revendique multi-école, donc je me revendique chercher dans chacune des écoles ses points forts, ses talents par rapport à la problématique, mais aussi par rapport à mon style de coaching. Je trouve que ce qui fait la puissance d'un coach, c'est de trouver la bonne technique par rapport à la bonne problématique client.
Donc ce que j'ai, c'est une grande boîte à outils que d'ailleurs j'augmente chaque année. Chaque année, je me forme sur des nouveaux outils techniques, nouvelles approches qui me permettent d'enrichir et de moderniser aussi régulièrement ou de mettre à jour régulièrement mes outils du coach ou mes postures du coach. Du coup, tu as eu une formation aux États-Unis, à New York, et également quelques-unes aussi en France. Donc tu retiens quoi? Qu'est-ce que ça t'a appris que tu ne connaissais pas avant? L'école américaine, c'est une école très pragmatique, très centrée plan d'action et très centrée par le comportementalisme sur comment par la répétition et par la création de rituels et une discipline, tu arrives à mettre en œuvre ce que tu décides de mettre en œuvre. Je suis très centré sur le plan d'action et la transformation de l'intention ou de l'idée en une nouvelle stratégie de communication. Ça, c'était ma première influence. En plus, avec une culture de trader anglo-saxonne, ça le renforçait. En analyse systémique, ce que j'ai vraiment compris, c'est la complexité des systèmes. Je pense que la vie est complexe, que la personnalité est complexe. Et d'intégrer différents éléments et les interactions entre les différents éléments est quelque chose d'important à intégrer en tant que coach, en particulier en tant que coach de dirigeant, où la complexité du rôle de dirigeant, elle est forte et elle est probablement de plus en plus forte tous les jours. Puis après, Jung, c'est pour moi toute la spiritualité. En tant que coach, quelle place la spiritualité doit avoir? Quelle vision de l'être humain? Les archétypes, par exemple. On baigne dans des archétypes, on baigne dans un inconscient collectif. Voilà, ça pour moi, c'était quelque chose d'important et que j'ai intégré, puisque j'ai même créé un jeu de cartes sur les archétypes. Et le dialogue intérieur, qui est moins connu en France, qui est une vision de la personnalité qui sous-structure notre personnalité en un pilote de sous-personnalité. Et on arrive même à nommer, identifier l'autonomie de chacune de nos sous-personnalités, ce qui permet d'expliquer parfois même notre contradiction. On a une partie de nous qui voudrait aller plus vite, une partie de nous qui veut aller moins vite, une partie de nous qui veut aller à gauche, une partie de nous qui veut aller à droite. Et c'est cette complexité inhérente à la personnalité. J'ai des moyens de l'appréhender et d'aider la personne à mieux le canaliser ou à mieux le gérer. Oui, donc c'est dans cette approche où, par exemple, on peut avoir une sous-personnalité du juge intérieur, et donc il y a un travail avec les deux chaises, le travail avec une chaise où la personne, le client est, et l'autre sur laquelle est potentiellement la sous-personnalité. Il y a un dialogue entre les deux potentiels, c'est ça? Oui, le client en face de soi est assis sur une chaise, mais la sous-personnalité peut être debout sur la table, elle peut être couchée par terre sous la table, elle peut être sur le côté, elle peut être dessus, derrière l'épaule. En tout cas, elle est dissociée de lui, elle est à côté de lui, elle peut lui parler, elle peut interagir avec lui. Exactement. Et on crée cet espace de dialogue entre les deux pour que le pilote reste en pilote de cette sous-personnalité, ne soit pas animé par cette sous-personnalité de façon inconsciente ou de façon non prévue. Tout le travail, c'est d'identifier ces sous-personnalités. Même souvent, je les fais mettre à la juste distance. Par exemple, si on a un juge intérieur très fort, on travaille ensemble sur quelle est la bonne distance pour le juge intérieur pour qu'elle ne l'envahisse pas trop, en particulier face à des sujets de stress, face à des sujets de projets complexes ou de choses comme ça. Donc à l'instant, tu parlais d'un jeu sur les archétypes. Je l'ai sous les yeux. Donc archétypes, quelles énergies vous animent? Ça a été conçu avec Arnaud Constancias, qui a été un des premiers invités de ce podcast. Et donc Manuel De Souza. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, je suis très jeu de cartes. Je me tire les cartes très régulièrement pour savoir quelles sont les énergies qui m'animent. Je crois que les neurosciences ont montré on a 80 000 pensées par jour, dont 60 000 sont négatives. Donc on aurait dû, on a été en retard, on n'a pas fait, on doit faire ça, choses comme ça. Je suis très obsédé par comment réorienter notre temps de cerveau sur des choses positives. Donc à l'américaine sur nos réussites, mais aussi sur les archétypes, sur quelles sont les questions qu'on ne se pose pas, quelles sont les zones aveugles que l'on a. Et je trouve que le matin, c'est intéressant de se tirer une carte pour se dire, tiens, quelle est la question que je ne me pose pas qui serait peut-être intéressant que je me pose. En sortant d'une formation sur le dialogue intérieur qui est très inspirée par Jung, je me suis dit, j'ai envie de créer un jeu de cartes et un jeu de cartes sur les archétypes. Je fais travailler ma stagiaire pour savoir un peu ce qui existe, est-ce que les jeux, ça se vend, est-ce qu'il y a une économie derrière, est-ce que ça existe déjà ce que je voudrais avoir. Moi, j'ai des clients plutôt dirigeants haut de gamme, donc je voulais un rendu de qualité, quelque chose qui soit très business. Il y a des choses, beaucoup développement personnel américain qui ne sont pas adaptées au monde de la France. Et un jour, je déjeune avec Arnaud Constancias, que je connaissais depuis la formation sur la supervision. On a fait une formation de superviseur ensemble et une formation dialogue intérieur ensemble. Et il me dit, écoute, nous aussi, on y réfléchit. Et on a décidé de s'associer. Et voilà, le jeu de cartes des archétypes, la V1 est sortie il y a 2 ans et demi, et ça a bien marché. Donc, il fait qu'on a même imprimé une version V2, qui est celle en vente aujourd'hui. Et on a presque finalisé la traduction en anglais. Et on est en train de réfléchir à faire une sortie en allemand. Alors du coup, ça marche comment, ce jeu? Tu as plein de façons de t'en servir. Par exemple, la façon la plus simple, c'est que tu tires une carte au hasard et tu regardes ce qu'elle provoque en toi. Jung appelle le hasard la synchronicité, c'est-à-dire en quoi cette question, elle te parle. Moi, je viens de tirer médiateur dans la lumière.
Aujourd'hui, en tant que président du CIMAX, avec 7 fédérations, mon rôle de médiateur, j'ai été obligé de beaucoup le développer, qui n'est pas un rôle en plus le plus naturel pour moi. J'ai en plus un côté guerrier humaniste, comme j'aime à le dire, qu'un rôle de médiateur. Cette carte, elle me dit, tiens, c'est intéressant, je prierai plutôt aujourd'hui au bon niveau. Après, c'est ce que dit une carte. Donc effectivement, il y a un graphisme qui est assez esthétique, très épuré. Très manga Heroic Fantasy d'inspiration. C'est une petite jeune, elle a 22-23 ans. C'est une Française, mais qui s'est pris un nom d'artiste japonais. Ikuro. Voilà, mais c'est une Française qui a dessiné ça, grosso modo, en 2-3 mois. Alors ça, c'est une première façon de tirer le jeu de cartes, c'est de le tirer au hasard. Après, une chose que je fais beaucoup plus dans l'espace coaching ou dans un espace, on va dire, management leadership, c'est de les étaler sur une table et de leur demander de choisir quels sont les archétypes qu'ils utilisent trop et quels sont les archétypes qu'ils gagneraient à plus utiliser par rapport à la problématique qu'ils ont en ce moment. Il y a 45 archétypes, ça permet d'avoir une vision assez large et de se dire, tiens, aujourd'hui, je dois être plus communicant ou je dois être moins guerrier. Donc ça permet de nommer des choses qu'on sait tous plus ou moins. On est tous inspirés par des mythes, on est tous inspirés par des héros. Les séries télé utilisent des archétypes énormément. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, dans lequel on baigne et qui nous parle. Alors parlons du deuxième jeu, qui s'appelle le jeu des intelligences. Donc toujours avec tes compères Maniel de Souza et Arnaud Constancias. Le jeu des intelligences, il est dire en France, on parle beaucoup d'intelligence au sens QI. Et les Américains nous ont beaucoup poussé, en particulier dans le management, pour dire il n'y a pas que le quotient intellectuel, il y a aussi le quotient émotionnel, par exemple, l'intelligence émotionnelle, le QE. Et donc on s'est dit, il y a une réflexion à avoir là-dessus, sur les intelligences, pour ouvrir les gens à cette réflexion sur quels sont mes points forts en termes d'intelligence et quels sont les endroits où je peux me développer. Toujours une vision très coaching du monde. Comment on y joue ? Pareil, après c'est un peu à définir chacun. C'est aussi un outil de créativité, le jeu, et on a nos façons de le faire. Dans un premier temps, c'est d'abord choisir une carte au hasard. Par exemple, en introduction dans une équipe, tiens, je tire cette intelligence. Donc là, je viens de tirer l'intelligence interpersonnelle. J'ai une belle image, une phrase de Jules Renard, de la discussion, rien ne sort, c'est de la bonne entente que jaillit la lumière. Donc aujourd'hui, en quoi développer mon intelligence interpersonnelle, développer mon intelligence relationnelle, en m'entendant bien avec des personnes clés, va me permettre de faire jaillir la lumière. Ça me permet de refaire un focus sur un sujet qu'on connaît, qui est important, comment bien bosser en bonne intelligence avec nos clients, nos partenaires. Mais c'était bien de faire cette démo parce que ce que je comprends en te voyant y jouer, c'est qu'en fait, c'est plutôt à destination des professionnels de l'accompagnement, ces jeux. Clairement. Le client lui-même peut pas l'utiliser a priori parce que c'est tout le questionnement du coach qui va s'appuyer sur le hasard, si le hasard existe, qui va être fructueux potentiellement. Il y a une double utilisation, c'est-à-dire que si on a une vision un peu coaching du monde, ça peut fonctionner tout seul très bien. Bien sûr, on est 2 coachs et un formateur, même si Manu dit qu'il n'est pas coach, il est quand même très très proche du monde du coaching. Oui, c'est un outil d'accompagnement qui permet de réorienter le temps de cerveau disponible, de penser un peu différemment. C'est aussi des formes de photolangage pour le jeu des intelligences, de se présenter un peu différemment en appui par rapport à une carte. Que moi, j'avais fait des essais d'abord sur d'autres jeux de cartes, et puis petit à petit, je me suis dit non, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. C'est ludique. On parle du travail personnel, ça peut être aussi du fun personnel que de se développer, que de grandir. Et le coaching peut aussi avoir un côté amusant, on tire des cartes qui peuvent nous surprendre. Certaines, on peut ne pas être d'accord du tout. D'ailleurs, parfois en équipe, il y en a un qui tire une carte, qui dit « je comprends pas du tout pourquoi », et tous les autres lui disent « ah bah si, ça me parle vraiment de toi, moi c'est comme ça que je te vois ». La fenêtre de Johari, entre ce que je vois pas de moi et ce que les autres voient de moi, c'est parfois intéressant. Et sur un support comme une carte, c'est un support assez ludique, assez fun, qui permet de rendre un peu plus léger le regard sur soi, qui peut parfois être perçu comme un peu lourd en France. Et alors donc justement, est-ce que ce jeu-là est également en passe d'être traduit en anglais ? On concentre nos ressources sur d'abord le jeu des archétypes. En particulier dans l'agilité, il y a beaucoup de coachs agiles qui nous l'ont demandé, qui travaillent plutôt en anglais d'ailleurs la plupart du temps. On voit qu'il y a pas mal de gens allemands ou germanophones qui sont intéressés, donc voilà, on y réfléchit. Alors c'est amusant parce que tu parles des coachs agiles, ils sont pas toujours coachs, ils sont facilitateurs avant tout, mais il y a l'appellation dans l'agilité de coach. C'est quand même un peu particulier cette situation de professionnels de l'accompagnement, mais qui se définissent comme coach alors qu'ils n'ont pas forcément fait de formation de coaching. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Pour moi, c'est la rançon du succès. C'est là où le coaching a réussi quelque chose. C'est-à-dire que ce mot qui est d'origine hongroise, c'était un village qui s'appelait Kocse, K-O-T-C-H-E, qui construisait des diligences rapides il y a très très longtemps, je crois à la Renaissance, et qui est devenu le cocher de la diligence en France, qui est parti outre-Atlantique pour devenir du coaching, qui était plutôt sur le coaching sportif ou le coaching de star, et qui est revenu via le business en France. Donc c'est un mot qui a voyagé, qui explique toute l'histoire de la linguistique qui est intéressante autour du mot coaching.
Le coaching, qui est un concept relativement anglo-saxon au sens extrêmement pratique, peu de théorie, on n'apporte pas de solution, on est juste là pour poser les bonnes questions ou encore plus souvent aider la personne à se poser les bonnes questions. Ce concept-là a très bien marché, les entreprises s'en sont saisies, on voit même maintenant, il arrive dans le coaching de séduction, le coaching de sport, le coaching de cuisine. On le voit arriver dans beaucoup d'endroits. Depuis 15 ans, les grandes fédérations sont créées pour augmenter le niveau moyen de formation des écoles de coaching et pour contribuer à créer des labels de qualité, d'excellence sur le coaching. Donc aujourd'hui, il y a un mot qui est le coaching professionnel, qui est même défini avec l'aide de France Compétences et de l'État. Mais aujourd'hui, oui, il y a des coachs de vie, il y a des coachs agiles. Ça regroupe une très grande catégorie, assez disparate en termes ou de formation initiale, ou de compétences, ou d'objectifs et ou de clients. Donc ça est devenu un terme générique comme yoga, finalement. Revenons à ta pratique. Quels sont les thèmes de prédilection sur lesquels tu accompagnes tes clients, principalement ? Moi, je suis beaucoup sur le leadership, je suis beaucoup sur le personal branding, je suis beaucoup sur la posture. J'ai appelé ma société Be and Lead, être et diriger, mais être et diriger en français, ça sonne moins bien que Be and Lead en anglais. D'abord, on a une posture de manager, une posture de manager, une posture de dirigeant. Et que cette posture, après, on va apprendre les techniques de leadership. Donc, leadership, c'est plutôt de la technique. La posture, c'est vraiment du savoir-être. C'est l'incarner, en fait. C'est l'incarner, que ça soit même dans la posture physique, dans les éléments de langage, dans le regard, dans la qualité de présence. Il y a plein d'éléments, en fait, différents. Moi, je pense que la posture précède finalement la technique de leadership. Parce que si on a tous les outils, toutes les techniques, mais qu'on n'a pas la posture, ça sonne faux. Moi, j'ai un client, dirigeant, brillant, promu très jeune. Il n'arrêtait pas de parler de diversité. Les gens ne le jugeaient pas crédible. Et le jour où il a fait son coming out pro et que donc il semblait être aligné entre qui il était et qui communiquait, sa puissance s'est vue en tant que dirigeant et sa crédibilité sur ces sujets de diversité s'est ressentie totalement. On le voit, il y a plein d'exemples où ce savoir-être et assumer qui on est va contribuer à renforcer sa posture de dirigeant. Alors, comment es-tu venu à la supervision ? En coaching, on a une idée forte, c'est l'autonomie du client après le coaching. Donc, quelque part, on construit tout son process de coaching avec son client pour qu'il soit complètement autonome au bout de 9 mois. Mais c'est pas tout à fait la réalité, c'est-à-dire que parfois, il y a des clients qui nous demandent plus, qui nous demandent des prolongations. Et deux, nous, coachs, on n'est pas exemplaires puisque nous, on est coachés toute notre vie en supervision. Donc en fait, il y a une espèce de dichotomie. On dit à nos clients qu'on veut l'autonomie, mais en fait, nous, on n'est pas du tout autonome puisqu'on nous demande déontologiquement d'être supervisé en permanence et donc, d'une certaine façon, d'être coaché. Dans cette réflexion entre les deux, oui, ça peut se discuter, je te vois, Rochelle. Pour moi, c'est pas du coaching, en fait, la supervision. C'est un espace méta fortement ressource pour le coach. Mais c'est exactement aussi la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le coaching, quand il perdure, ou pour des gens qui se sont déjà fait coacher, on a aussi de plus en plus des coachés qui ont déjà eu 2-3 coachings avant, on est dans un espace qui est plus vraiment du coaching, qui est presque de la supervision. Donc du coup, en fait, cette dichotomie entre des clients qui ont apprécié le coaching et qui veulent continuer et qui finalement se retrouvent dans un espace où on les coach de moins en moins, mais on les supervise de plus en plus. Alors après, on peut discuter sur les termes. Et il y a un débat sur la place. Est-ce qu'il faut appeler ça de la supervision ou pas ? Ou supervision professionnelle. Voilà. Effectivement, il y a forcément un sujet de débat qui va évoluer. Exactement. Il y a un vrai débat aujourd'hui et qui est un débat légitime et juste. Pour les Américains, en plus, le mot supervision est un mot négatif, donc c'est un mot qu'on ne peut pas utiliser, puisque c'est le contremaître aux États-Unis. Donc les Anglais parlent de executive reflection en même temps que de supervision, donc ils mettent les deux à coller l'un à l'autre. Les psychanalystes parlent de contrôleur, c'est pas forcément mieux. À voir, quoi, ouais. À voir, mais en tout cas, il y a l'émergence de besoin d'un métier pour des gens déjà coachés ou des gens qui ont déjà une bonne connaissance d'eux, une bonne expérience du coaching. Moi, au début, effectivement, nos superviseurs, quand on est coach junior, sont très proches du coaching de coach. Plus on se seniorise, plus ça devient vraiment de la supervision, du regard méta et autres. Mais c'est la même chose chez nos clients. Donc, c'est cette double réflexion qui fait que moi, j'ai un certain nombre de clients qui me disaient « Bon, ok, c'est du coaching, mais parce que ça s'appelle coaching et que l'entreprise veut appeler ça coaching. » Mais j'avais le sentiment de sortir de ma compétence de coach pour aller sur une autre compétence qui était assez proche de celle qu'avait mon superviseur avec moi. Donc je me suis dit, je vais me former à la supervision. Voilà, il y avait 2 écoles à l'époque. J'ai hésité entre les deux et j'ai fait finalement Indici. Ça m'a aidé à changer aussi mon identité. Quand on est un coach senior depuis plus de 20 ans, il y a beaucoup de coachs juniors, il y a beaucoup de nouveaux coachs. Quand on va en formation, on se retrouve avec des coachs très très juniors. On n'a pas les mêmes problématiques. Qui me fait dire, tiens, dans l'identité de superviseur, je trouvais qu'il y avait une nouvelle identité qui était intéressante pour moi. Et qui me permettait d'expliquer ou de vendre aussi pour des gens qui voulaient des coachings long terme, mais avec peu de séances par an. Et je leur dis non, c'est pas du coaching, ce que vous voulez, c'est de la supervision ou du executive reflection, qui est aujourd'hui une bonne partie de ce que je fais.
Alors, qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette formation à la supervision ? D'ailleurs, je crois que c'était une des premières promotions d'Undici. Je crois que c'était la première officiellement, mais qu'il y avait une promotion bêta avant. Et c'est une promotion qui a été géniale. Il y a eu un fit entre nous extrêmement fort, avec un ADN commun qui est une humilité par rapport à la supervision. Nous étions des jeunes superviseurs. Moi-même, j'avais même jamais formellement supervisé de coach avant, dans un environnement où il n'y avait que des superviseurs seniors, mais autodéclarés. Donc non formés formellement ou peu formés, pour la plupart non supervisés. Je me suis même rendu compte que je ne me posais pas la question de mon superviseur, c'était un fit. Si j'avais le fit, je lui demandais. Et je me suis dit, tiens, à l'issue de cette formation, non, le fit, c'est pas suffisant. D'abord, c'est un choix stratégique. Moi qui suis multi-école, est-ce que je veux un superviseur de quelle école je le souhaite ? Qu'est-ce que je veux que la personne m'apporte plus ? Est-ce que je veux revisiter mes techniques, par exemple, sur une des écoles ? Est-ce que je veux un homme ou une femme ? Même c'est une question qui se pose et je trouve que l'alternance est intéressante. Est-ce que je veux un type de personnalité ? Est-ce que je veux quelqu'un qui soit supervisé ? Voilà, je trouve que c'est des bonnes questions à poser à son superviseur. Un type de chapelle aussi. Hein. Ouais. Et gestaltiste, il pourrait être lacanien et plein d'obédiences différentes. Exactement. D'ailleurs, moi, j'alterne les écoles. Aujourd'hui, elle est plutôt gestaltiste. Ma précédente était plutôt systémicienne. Donc, j'essaye d'alterner les écoles pour réapprofondir, entre guillemets, ou creuser certains éléments de mes formations. Et donc, pourquoi tu t'es formé spécifiquement en France et pas à Londres ou à New York, s'agissant de la supervision ? Jusqu'à l'année dernière, mon business était à 90-95% français. Donc, j'avais hésité à l'époque. En France, c'est souvent moins cher, d'ailleurs, les écoles de supervision que le CSA. Le CSA avait une formation à Avignon, donc j'ai beaucoup hésité avec le CSA, qui était moitié en anglais, moitié en français. Coaching Supervision Academy, c'est ça ? Ouais. Donc ça, c'est plutôt Londres, mais ils ont aussi une antenne en France. Ils ont une antenne en Europe francophone. Cette année, je crois qu'ils ont une promo en Suisse. À l'époque, ils avaient Avignon. J'ai hésité entre les deux, et il se trouve qu'en fait, mon business étant essentiellement français, mes dirigeants à l'époque étaient essentiellement français. Depuis, ça a changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je me reposais la question, et en tout cas mes prochaines formations seront probablement plutôt en anglais, parce que je suis en train de rebasculer vers un business plus international, plus européen, plus anglo-saxon. Et tu retiens quoi de cette formation ? Moi, en tant que superviseur, ça m'a permis de mettre des mots sur, dans ce que je fais au quotidien, quelle est la partie qui est vraiment du coaching, quelle est la partie qui est de la supervision, quelle est la partie qui est du mentoring, parce que le mentoring aussi est présent. Ça m'a permis de nommer, identifier mes différentes composantes dans ma façon de le faire, parce que je suis aussi formateur en management, en leadership, en personal branding. Donc j'ai aussi un apport, entre guillemets, un peu mentoring sur certains sujets. Donc être plus clair et donc vigilant aussi sur les différents aspects de ta pratique. Voilà, et comment je juxtapose les trois tout en faisant des allers-retours en fonction des trois. C'est-à-dire comment le coach peut dire, tiens, en tant que formateur, voilà ce que j'ai envie de conseiller, ce que j'ai envie de dire, mais comment le coach reste vigilant. Et le sujet de supervision, peut-être un point à rajouter, c'est sur le sujet de l'éthique. C'est un sujet important en supervision, mais aujourd'hui, en tant que dirigeant, c'est aussi un sujet important. Il y a quelques jours, je coachais / supervisais un dirigeant sur la guerre Ukraine-Russe. Et entre ses états d'âme perso, ceux de son équipe, le choix de son entreprise, le choix du gouvernement français, il y a une complexité qui est très 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 forte entre son éthique personnelle, l'éthique de l'entreprise. Il y a des usines, il y a des gens. Qu'est-ce que je fais concrètement ? Comment j'applique certains ordres alors que je suis pas d'accord ? L'éthique du dirigeant, c'est aussi un sujet complexe et c'est aussi un sujet intéressant à échanger dans un espace de supervision. Avec des états d'âme pour lesquels il vaut mieux effectivement avoir un espace méta. Exactement, et quelqu'un assez neutre où on puisse critiquer son entreprise ou son boss ou son équipe ou je sais pas quoi sans conséquence. Alors donc tu es aussi professeur de yoga, tu le disais tout à l'heure, et d'acro-yoga. En quoi ton propre corps constitue une boussole dans tes accompagnements ? D'abord, j'ai hésité entre le coaching et le yoga. Donc, il y a 20 ans, pendant un an, j'ai fait les deux en parallèle en me disant, pour le moment, je sais pas, est-ce que je vais faire les deux en parallèle, est-ce que je vais choisir ? J'ai finalement choisi le coaching, mais le yoga reste présent très fort. Le yoga, il m'apporte d'abord un ressenti corporel et une intuition corporelle qui est très forte dans mes accompagnements, qui fait que, par exemple, la posture, quand on parle de la posture, il y a aussi une posture non verbale qui passe par le corps. Mais je dirais encore plus dans le coaching d'équipe. Dans le coaching d'équipe, il y a un ressenti physique des places de chacun, une sensibilité à l'énergie de chacun que j'ai très très forte. Dans les archétypes, on dit la baseline, c'est de manager nos énergies. Mais c'est pareil dans un coaching d'équipe. On a besoin de ressentir l'énergie de chacun et quelle est la place juste pour chacun dans l'équipe par rapport au projet de l'équipe. Donc c'est quelque chose qui m'anime fort. Et alors en plus, le yoga, c'est très soi avec soi puisqu'on est tout seul sur son tapis. L'acro-yoga, ça se fait à 2 ou à 3. Donc c'est vraiment comment on construit la confiance en binôme, que ça soit avec son client en coaching ou que ça soit en binôme ou en trinôme. En acro-yoga, c'est de l'acrobatie de cirque mélangée avec du yoga.
Et donc, on a besoin d'un spotter, quelqu'un qui nous assure, et on pourra prendre des risques que si on a confiance dans notre spotter. Et après, on échange les rôles. Et ce regard ludique, puisque l'acro-yoga, c'est très ludique, teinte ma façon de coacher ou de superviser. Ouais. Bon, alors à présent, je te propose un focus sur les différents rôles dans les instances représentatives depuis quelques années. Tu as co-créé la Fédération des superviseurs professionnels français, ou PSF, Professional Supervisor Federation, et tu en as été le premier président avant de laisser la place à d'autres, puis de reprendre la présidence récemment jusqu'au 31 décembre 2021. Pourquoi as-tu ressenti le besoin de co-créer cette instance représentative donc ? Dans la suite où il y a eu plusieurs fédérations de coaching qui se sont créées, à un moment, il y a eu le sujet de la supervision. Est-ce que c'est un vrai métier différent du coaching ou est-ce que c'est le même métier ? Et il y a eu un vrai débat il y a 10 ans de ça exactement. Nous, en tout cas, en tant que superviseurs, sortant tout frais de l'école, on s'est dit oui, c'est un vrai métier avec des compétences différentes, avec un écosystème un peu différent et on a besoin d'un endroit où on puisse parler entre nous, défendre, créer une charte de déontologie. Il n'y avait pas de charte de déontologie du superviseur. Il y avait le SF Coach pour une partie qui était contre, qui pensait que c'était du coaching de coach, ICF qui était plutôt sur le coaching de coach. Il y avait vraiment des débats au sein des diverses fédérations. Il n'y avait aucune fédération qui dise on ne va s'occuper, nous, que de la supervision. Et comme nous, on aime à le dire chez PSF, penser la supervision. En plus, on avait une super promo, on avait une super ambiance. Puis on s'est dit, créons cette fédération. On était 8-9 au début, on est 86, 87, un truc comme ça aujourd'hui en termes d'adhérents. On va peut-être reprendre un peu à la base. Comment tu définirais la supervision, simplement ? Pour moi, c'est un espace de réflexion entre gens qui comprennent le métier du coaching pour l'espace de la supervision de coaching. Ou dans un espace de dirigeant, un endroit neutre où la personne peut réfléchir, livrer, être challengée sur ces sujets, que ce soit des sujets de communication, ces sujets de savoir-être, de formalisation de sa stratégie de com, mais aussi parfois d'éthique, comme je disais tout à l'heure. J'ai des états d'âme en ce moment, on me demande ça, je dois faire ça, comment je m'en sors ? Ou de stratégie relationnelle, on le voit, l'importance de construire ses alliés, sa stratégie d'influence, elle est fondamentale. Et la solitude du métier de coach, qui est plutôt des métiers d'indépendants, ou de dirigeants, ou de plein d'autres métiers, d'ailleurs aujourd'hui où il y a une vraie solitude du métier, fait que d'avoir un endroit de sécurité où on peut partager, échanger, est un endroit clé aujourd'hui pour la réussite de nos métiers. Le plus important pour grandir en tant que coach, c'est la formation continue et la supervision. C'est pas la formation initiale, parce que c'est quand on est confronté à des cas clients complexes et qu'on se demande comment on doit réagir, on peut réagir, ou qu'on analyse a posteriori comment on a réagi, que là, on va pouvoir vraiment grandir et faire face à des sujets complexes et vraiment aider nos clients. À un moment où on commence à avoir vraiment des clients, c'est là où vraiment la formation de coach, elle s'incarne en fait. Et pour moi, c'est là où on comprend si les courants de pensée, quelles sont celles qui nous correspondent. Parce que sinon, les autres, on va les singer, on va dire, ouais, on va appliquer la règle, on va appliquer la procédure, on va appliquer ce qu'on a appris. Mais si tu veux passer de l'outil à la posture, plus l'outil et l'alignement congruent dont on parlait, il y a besoin de vécu et d'expérience. C'est un métier très, très opérationnel, très, très pragmatique. Quels sont les avantages pour les coachs qui bénéficient d'une supervision ? Alors pour les coachs ou pour les clients supervisés ? L'avantage, c'est d'avoir un endroit de réflexion et donc, moi, ce que j'appelle garder une longueur d'avance sur les sujets. C'est-à-dire, soit c'est a posteriori, il s'est passé quelque chose pour eux émotionnel ou qu'ils n'ont pas vu venir ou qui les a touchés ou ils se sont trouvés pas bons et ça permet de débriefer. Parce que finalement, l'entreprise, on prend plus de temps de débriefer. Il y a beaucoup d'endroits de professionnels, on le prend pas. On est pris dans la logique du to-do en permanence. Et sinon, idéalement, c'est de préparer aussi les prochaines étapes et d'avoir cette longueur d'avance de tiens, je vais avoir telle échéance, je vais avoir tel sujet, je me pose telle question. Et d'avoir quelqu'un de relativement neutre avec une compréhension de l'être humain, une compréhension de la personnalité, une compréhension de son client qui est important et qui va permettre de l'aider à se positionner et à résoudre ou se confronter au sujet sur lequel il souhaite se confronter. Et alors, quels sont les risques que prennent les coachs qui s'en passent, en fait ? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, notamment quand ils commencent, qui se disent « je gagne pas assez, donc je vais pas faire de supervision, ça va me coûter trop cher, ça va pas être rentable ». Donc, quels sont les risques à la fois pour eux, mais aussi et peut-être surtout pour leurs clients ? Les risques, il est d'abord de pas se développer parce que si tu es confronté à un problème, soit tu arrives à le résoudre tout seul et ça très bien, c'est probablement le cas de 30 à 40% ou 50% des problèmes. Mais même quand on est coach senior, des problèmes encore aujourd'hui, il y en a toujours de plus en plus et de plus en plus élevés. Et donc, le premier risque du coach, c'est de refiler son problème à son client. Donc ça déjà, vigilance là-dessus. Par contagion. Par contagion. Ou en tout cas, de pas être conscient qu'il le fait. Il y a aussi le fait de ne pas se développer. C'est un investissement sur le futur. Donc je comprends les coachs qui, pour certains, ont de la peine à vivre parce que trouver des clients, c'est pas si simple que ça. Et la crise russo-ukrainienne va pas aider. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Donc c'est une période difficile pour eux. Et à un moment, il y a un investissement à faire pour se dire oui, je vais progresser et être moi-même dans une problématique de développement. Si le coach n'est pas dans une problématique de développement,
ça va être difficile pour son client, par symétrie des attentions, de se retrouver aussi dans un développement. Alors, ce qu'on vend via le coaching, c'est quand même un développement de sa compétence de manager, de savoir-être, de communication ou de stratégie relationnelle. Donc, en tant qu'ex-président et tu es encore administrateur de PSF, est-ce qu'il y a un accroissement significatif des superviseurs formés par les écoles depuis quelque temps ? Comme les clients, les DRH sont de plus en plus formés au coaching, ils sont de plus en plus sensibilisés à la supervision. Et on voit même des appels d'offres avec la supervision. Donc la supervision est rentrée dans l'écosystème du coaching et de l'accompagnement en France. Donc oui, globalement, le système est positif et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de superviseurs. Et c'est ça, parce qu'il faut un choix de superviseurs, il faut des prix qui soient raisonnables pour les coachs, il faut des coachs juniors ou des coachs seniors, parce qu'aussi on voit des superviseurs plutôt jeunes maintenant, alors qu'avant c'était quasiment qu'un critère d'âge ou de seniorité. Donc on commence à voir une vraie diversité de superviseurs, ce qui est important. Après, c'est pas non plus l'Eldorado, il faut aussi être vigilant. Il y a beaucoup d'écoles de coaching, il commence à y avoir beaucoup d'écoles de superviseurs, donc il y a quand même plus de coachs qui se forment chaque année. Il faut quand même savoir vendre son coaching pour pouvoir en vivre et se payer de la supervision. Est-ce que tu as des statistiques par rapport au nombre de coachs professionnels qui sont réellement supervisés, régulièrement supervisés en fait ? Ce PSF, on avait fait il y a 8 ans une analyse là-dessus. Alors le chiffre précis, je ne l'ai pas en tête, mais on avait une étude qui était de l'ordre de 55-60%, donc on avait été surpris en positif. Donc on pense qu'il y avait un biais d'étude, c'est-à-dire que les gens qui répondaient oui, même s'ils avaient été supervisés une fois dans l'année ou une fois tous les 2 ans. Plus ceux qui étaient intéressés par PSF sont ceux qui sont intéressés par la supervision, sensibilisés au minimum. Les études montrent qu'on est plus proche de 30, 40, 50% à l'époque. Depuis, j'ai pas vu de nouvelle étude. On peut estimer que si on a une activité régulière de coaching, il faut être supervisé une fois tous les 1 à 2 mois globalement. Donc ça dépend aussi des coachs et de leur typologie de clientèle, parce que les coachs qui travaillent en tout cas avec les grands groupes, en général, il y a un certificat de supervision qui est demandé. Exactement. De plus en plus, en tout cas, la question est abordée. C'est marqué généralement dans les systèmes de référencement de coach. Donc dans les grands groupes, oui. Pour les PME, probablement moins. Ou pour les consultants indépendants ou les TPE, probablement moins. Et après, ça prend du temps et c'est aussi logique que ça prenne du temps pour devenir un réflexe complet. Mais justement, est-ce que la multiplication des formations et aussi des formes de supervision, parce qu'il y a plusieurs écoles, comme tu le disais, mais il y a aussi plusieurs cadres de référence différents, théoriques, est-ce que ça ne crée pas un appel d'air qui fait croire que c'est un nouvel Eldorado, la supervision ? On peut se poser la question, d'ailleurs, le marché aujourd'hui est là-dessus. Les écoles jouent là-dessus quand même. Les écoles jouent là-dessus, donc il y a une économie des écoles qui le pousse. En même temps, dans la société française, qui n'est pas une société anglo-saxonne, on pouvait se poser la question il y a 20 ans. Aujourd'hui, la compétence coaching dans l'entreprise est acceptée dans presque toutes les entreprises, en tout cas toutes les très grandes, oui, et de plus en plus les PME, on voit même les collectivités locales, on voit même les administrations, on voit le système de santé. Il y a plein d'endroits où ça fonctionne vraiment. Donc oui, il y a une demande réelle pour la compétence de coaching professionnel. Donc, il est important que les coachs professionnels aient le choix de leur type de supervision sur les mêmes critères que le choix de leur école de coaching. Ça me paraît fondamental. Alors parfois, on entend ici et là des critiques sous la forme d'un parallèle avec la pyramide de Ponzi sur le fait qu'il y a le coaching, il y a la supervision, il y a les superviseurs de superviseurs et de manière hypothétique, ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que tu réponds à cette critique ? J'en ai entendu parler, évidemment. Ce qu'on voit de plus en plus dans les superviseurs seniors, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un hyperviseur qui soit plus expérimenté que toi ou plus compétent, entre guillemets, que toi dans le même métier. C'est tout ça la beauté du superviseur, c'est qu'on peut superviser des dirigeants sans l'être, on peut superviser des coachs seniors sans soi-même être un coach senior. Alors, il y a des limites, c'est pas toujours vrai, ça dépend des types de coaching, ça dépend des types de personnalités. On peut utiliser de la gestalt et superviser des coachs très seniors. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un coach. Moi, je le vois même dans mes recherches. Je cherche pas des gens plus seniors que moi. Je cherche des gens qui apportent une créativité, qui apportent un regard différent. Un des gros difficultés du coach ou du superviseur, c'est les angles aveugles. Donc, les angles aveugles, c'est pas quelqu'un qui fait la même chose que soi. C'est quelqu'un qui, justement, a un regard différent. Notre grand péché, c'est le biais de confirmation. On voit par les réseaux sociaux, on ne regarde que les gens auxquels on adhère, qui vous confortent dans ce que vous avez, que ça soit complètement juste ou complètement faux. Et en coaching, c'est un énorme piège. Alors maintenant, nous allons parler du CIMAX. Depuis le 1er janvier 2022, tu es le président du CIMAX, c'est-à-dire le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Peux-tu nous rappeler la genèse de la création de cet organisme représentatif ? C'est une fédération de syndicats ou un syndicat de fédération. Voilà, les éléments de langage sont encore aujourd'hui en éclaircissement.
Il y a un historique qui doit avoir 5-7 ans, c'est-à-dire à un moment, quand le coaching a été attaqué par un certain nombre de gens, il y a eu besoin que les fédérations historiques, que sont SF Coach, ICF et EMCC, parlent d'une seule voix pour parler du coaching. Donc il y avait déjà des premiers liens qui s'étaient créés, il y avait même eu un premier site internet, je crois, qui était coaching.org ou quelque chose comme ça. Donc il y avait déjà un premier besoin de dialogue entre les grandes fédérations. Après, il y a eu un deuxième qui était la demande de France Compétences et des organismes paritaires d'avoir un interlocuteur unique. En disant, vous êtes trop parcellaire, moi j'ai besoin d'avoir une personne qui me donne un référentiel de coaching, des gens à qui je puisse parler, qui a une taille critique. Sinon, moi, État, je regarde pas s'il n'y a pas une taille critique. Donc il y a eu ce deuxième niveau dans lequel sont rentrés les 5 fondateurs dont PSF. Et puis après, ça y est, aujourd'hui, le CIMAX est installé. C'est un jeune syndicat qui est encore en train de huiler les rouages pour arriver à trouver sa juste place dans tout l'écosystème, mais qu'il a vraiment trouvé aujourd'hui et qui est présent auprès des organismes paritaires de l'État, que ce soit l'OPIEC, le BETIC ou France Compétences. Alors rappelons que le CIMAX est composé de plusieurs organisations professionnelles et représente plus de 3700 professionnels en France. 5000 même. 5000 maintenant? Va falloir mettre à jour le site internet. C'est dans le boulot de l'équipe. Avec pour adhérents EMCC France, ICF France, PSF France, la Société française de coaching, le SYMPAC, donc c'est-à-dire le syndicat des professionnels de l'accompagnement assisté par le cheval, le CECORP, le Cercle européen des coachs d'organisations professionnelles, et l'Association internationale des coachs certifiés HEC Paris. Est-ce que c'est facile de se mettre d'accord entre vous? Parce que vous êtes nombreux quand même, Oui, parce que quand même, on a tous le même objectif, c'est de parler du coaching. Oui, parce qu'on est coach ou superviseur, donc quelque part, on accepte la diversité des points de vue sur le sujet. Non, parce que 7, c'est un grand nombre, parce qu'on a des historiques, des objectifs différents, des tailles critiques très différentes. Le MCC représente plus que la majorité en nombre d'adhérents. Donc on a des stratégies un peu différentes, mais in fine, ça fonctionne et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'on arrive à parler d'une seule voix pour les 5000 coachs qui sont adhérents de ces fédérations. Et on a une dizaine d'autres fédérations ou syndicats qui frappent à la porte. Donc on voit que ça a l'air d'attirer. Le marché français a compris qu'il était important de parler d'une voix auprès de l'État ou on va dire des institutions liées à l'État pour pouvoir faire un lobbying positif sur ce métier. Donc il y a quelques années, il y avait quand même une réflexion pour réglementer le métier. Réguler, oui, mais réglementer, ça aurait été une catastrophe quand même. On est aussi en lien avec l'Europe qui pousse pour des métiers autorégulés, ce qui est le cas du coaching aujourd'hui. Mais effectivement, en Italie et un autre pays d'Europe, c'est un marché réglementé, le coaching. Comme aujourd'hui, les psychologues sont un métier réglementé en France. Donc il y a ce débat-là avec des pressions françaises, des pressions européennes. C'est une des grandes parties de la raison d'être du CIMAX, c'est de faire partie de ces débats pour que nous, professionnels de l'accompagnement, on alimente les personnes en charge de ces décisions-là et qui ne prennent pas ces décisions sans nous concerter, ce qui était un peu le cas avant. Quelle est ta feuille de route pour ta présidence qui durera 1 an, puisqu'en l'occurrence au CIMAX, chaque année, un des acteurs qui composent le CIMAX nomme un président, c'est ça? Alors, il propose un président qui après est élu ou pas par l'AG. Il y a une rotation par ordre alphabétique des divers fondateurs à la suite. Donc toi, c'était PSF. C'est PSF qui m'a demandé, dans lequel j'ai accepté au titre de PSF, et après, l'AG m'a élu au titre de président. C'est une élection, mais très guidée, en fait, par une gouvernance très particulière, avec une rotation. Mais qui est saine, parce qu'elle permet de représenter chaque année. L'année dernière, c'était l'ICF, avant, c'est le MCC, l'année prochaine, c'est SF Coach. Il y a une vraie rotation avec un membre du bureau de chacune des fédérations, donc ce qui permet à toutes les sensibilités d'être représentées, ce qui est fondamental pour que chacun se retrouve représenté par le CIMAX. Donc la feuille de route, elle est simple, elle est d'abord structurée. C'est un jeune syndicat qui a 3 ans et demi. Donc il y avait une bonne idée avec des idées de gouvernance, mais on a amélioré la gouvernance. Au départ, c'était prévu en plus pour 5 fédérations. On est 7 aujourd'hui, on sera peut-être 10 ou 12 demain. Donc on a besoin de structurer ça d'une façon, on va dire, plus fluide pour faciliter. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est ce que j'ai appelé la croissance raisonnée, c'est-à-dire comment peser sur le débat paritaire, parce que l'État vous demande, mais vous représentez combien de personnes, quel chiffre d'affaires? Enfin, c'est ça qu'on remonte, c'est le chiffre d'affaires des coachs, c'est le nombre de personnes, c'est le nombre d'entreprises salariées. Donc on a besoin de mettre en place une croissance raisonnée qui soit gérable en termes de gouvernance, qui va nous permettre de peser de plus en plus sur les choix de l'État, sur le thème du coaching, de l'accompagnement et de la supervision. Et après, on a un troisième qui est clairement dans notre raison d'être, c'est de voir qu'est-ce qui est commun à toute notre fédération par rapport au regard de l'accompagnement et en quoi on peut parler d'une voix. Donc on a un lieu, on a un endroit d'échange et c'est intéressant, il y a le cercle des présidents, il y a le cercle des trésoriers, il y a le cercle des secrétaires généraux, il y a les CA, AG, bureaux.
et dans lequel on doit chacun se parler, s'écouter et se mettre d'accord pour décider, proposer, le faire. Et c'est passionnant ça, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment la politique au sens noble du terme. Alors, dans ton édito sur le site du CIMAX, tu écris que l'un de tes objectifs est la mise en place de la VAE, la validation d'acquis et d'expérience, avec France Compétences, les écoles labellisées RNCP, ainsi bien sûr que les organisations professionnelles qui certifient. En quoi est-ce si important ? La VAE, elle est déjà en place dans la mesure où, pour que les écoles et le label RNCP, elles s'engagent à faire de la VAE. Sauf que le métier de l'école, c'est plus de former des gens que de la VAE. Donc nous, en tant que syndicat professionnel, on a une vigilance de vérifier que les écoles le font, que le process fonctionne et qu'il y ait une économie globale de la VAE qui fonctionne pour que les gens qui veulent le faire puissent le faire. Après, on a aussi une coordination avec les labels de certification des différentes EMCC, ICF, SF Coach qui ont des labels, PSF pour la supervision. C'est de vérifier qu'il y a une coordination entre ces labels pour qu'on ne pousse pas sur des choses trop différentes. Donc là, il y a un vrai travail parce qu'il y a une demande. Il y a de plus en plus d'appels d'offres où on demande soit d'être coach professionnel au sens France Compétences, CIMAX. Parfois, c'est uniquement le label coach professionnel. Parfois, certains demandent coach professionnel et ou une certification ICF, EMCC ou SF Coach. Donc, il y a aujourd'hui une évangélisation, une explication à faire, tant auprès des écoles qu'auprès des clients potentiels, qu'auprès des collectivités locales, le temps que le système s'installe ou pas dans la durée là-dessus, puisqu'on ne connaît pas la stratégie de France Compétences sur le long terme, on ne connaît pas la stratégie de l'État français. Donc nous, on est là en appui par rapport à la stratégie de l'État français sur les sujets de formation continue. Je t'ai posé cette question parce que ce qui m'a un peu étonné, c'est que ça donnait presque l'impression, en tout cas entre les lignes, de dire que c'est un métier, le coaching, où il est encore possible d'apprendre sur le terrain, sans se former. Ouais, c'est une réalité. D'ailleurs, il y a dans les organisations professionnelles, les jeunes coachs ont plutôt fait des formations initiales certifiantes, mais les vieux coachs, entre guillemets, coachs expérimentés comme moi, on a fait des formations sur le terrain et en continu, qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie des coachs certifiés par OMCC, SF Coach ou ICF, ils ont fait une formation continue et ou initiale qui leur a permis d'acquérir ce niveau de certification ou d'accréditation. Après, ça dépend des fédérations. Est-ce que c'est la même chose pour les superviseurs ? Cette possibilité d'apprendre le métier sur le terrain, je veux dire. La plupart des superviseurs historiques sont autodéclarés, puisque ceux qui ont monté les écoles de supervision n'étaient pas formés à la supervision. Ils l'ont décidé, ils ont réfléchi, ils ont parlé avec leurs homologues internationaux. Les plus en avance, c'est, je crois, l'Afrique du Sud, les Anglais. Il y a quelques pays qui ont une culture de la supervision assez forte et assez ancienne. Mais pour la France, qui a une culture plus récente, oui, au début, ils l'ont autodéclaré comme les premières écoles de coaching. Ce sont des coachs autodéclarés qui ont décidé de former à ça, souvent en écoutant ou en observant des modèles internationaux. Alors tu finis ce même édito qui m'a inspiré par un appel à la bonne volonté des bénévoles pour contribuer aux travaux du CIMAX avec une ambition commune, à savoir la reconnaissance de tous les métiers de l'accompagnement. Vu la diversité des formes d'accompagnement, cela risque de durer un certain temps, non ? Oui, on le souhaite que ça dure un certain temps. Au-delà de ta présidence, donc. Largement au-delà de ma présidence. De toute façon, c'est une présidence qui est très courte, qui est sympa pour ça, parce que déjà, l'engagement de temps étant assez lourd, je suis très content que ça ne dure qu'un an. On a des diversités de profils et ça permet vraiment d'avoir des présidents très différents année après année. Donc oui, on cherche des profils plutôt pour s'impliquer dans le bureau ou dans des fonctions autour du CIMAX pour 2-3 ans. Le CIMAX, je le rappelle, il fait partie de la fédération du CINOV. Et le CINOV, c'est l'ensemble des entreprises plutôt TPE, PME, indépendants, qui représentent les différents métiers qui sont associés au BTX, c'est-à-dire les bureaux d'études techniques, l'ingénierie, le conseil, le numérique et bien sûr l'accompagnement. Le CIMAX est une des branches du CINOV. On est affilié aujourd'hui, on est dans le processus pour rentrer, d'être complètement adhérent, qui nous permet d'être représenté auprès des différents organismes de l'État, puisqu'aujourd'hui on est en train de réfléchir à un code NAF spécifique pour l'accompagnement, puisqu'aujourd'hui la plupart des coachs ont des codes NAF différents, ce qui nous permet de réfléchir à avoir des codes même au sein de Pôle emploi, c'est-à-dire que Pôle emploi puisse référencer le métier de coach qui n'existe pas aujourd'hui auprès de Pôle emploi. Peut-être précisons que le code NAF, ça permettrait de manière statistique d'avoir des remontées globales à la fois du chiffre d'affaires potentiellement, et là tu parlais donc de Pôle emploi, c'est-à-dire du taux de chômage des coachs concrètement, c'est ça, par exemple. Exactement, ou du taux d'employabilité des coachs. Aujourd'hui, l'État ne sait pas faire de statistiques sur le métier de coach puisqu'on a environ 4 ou 5 codes NAF ou APE différents. Et en France, il n'y a pas de statistiques, on n'existe pas. Ok, donc c'est important, et ça c'est en cours. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être changé. Enfin voilà, on a besoin de mesurer, et l'État français particulièrement. Et aujourd'hui, le métier du coaching est un métier qui est mal mesuré. D'ailleurs, en ce moment, il y a une étude qu'on est en train de faire avec l'OPIEC pour mesurer le business du coaching en France, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes.
Alors, dans la mesure où la présidence du CIMAX n'est pas rémunérée et que cela t'accapare, à mon avis, beaucoup, j'imagine, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter le défi de cette présidence pour une année ? C'est une bonne question. J'ai mis plus d'1 mois à me décider quand PSF m'a demandé de le faire parce que c'est vraiment bénévole. C'est un temps qui est pas loin de 1 heure par jour. Donc ça fait quand même beaucoup de temps dans la semaine que je passe donc moins sur mes clients, que je passe moins aux familles. Je suis un jeune papa d'une petite fille de 5 ans. Donc oui, ça a été un vrai sujet. Quand j'ai créé PSF, il y a toujours une part de moi et c'est un engagement un peu quand on est superviseur, c'est de contribuer par son bénévolat pour aider à la reconnaissance de notre métier. Donc j'ai régulièrement fait de la supervision pro bono, par exemple. C'est quelque chose auquel je crois. Pro bono, ça veut dire solidaire, gratuit. Voilà, ou du coaching ou de la supervision solidaire. Et après, la complexité du CIMAX, je trouvais ça beau. Aligner cette fédération, rentrer dans ce système paritaire, le comprendre. Moi, j'aime bien structurer les choses. J'ai beaucoup structuré mon business. Je suis un ingénieur, moi, à la base, dans le monde du coaching. Donc plutôt un être un peu atypique pour ça. Le mandat qui m'est confié, c'est vraiment un mandat de structuration. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, dans lequel je suis à l'aise, je sais faire, et en même temps très systémique. C'est-à-dire que tout est lié à tout, et que dès qu'on touche à un endroit, il y a un autre endroit où ça va pas, il faut réajuster en permanence. Donc, mettre en œuvre ce à quoi je crois, et ce que finalement je vois avec mes clients, qui eux aussi gèrent de la complexité, et une complexité très systémique. Donc structuration et médiation. Structuration, médiation, mais aussi rapport de force. Enfin, il y a plein d'aspects, coaching bien sûr, mais aussi construire une équipe, puisque le président, il est rien dans un syndicat sans une équipe. Une équipe qui s'est pas choisie, il y a un collectif à construire. Voilà, il y a une gouvernance. Moi, je suis très intéressé par les sujets de gouvernance. Donc, il y avait une gouvernance à faire évoluer, donc on y réfléchit avec un avocat. Comment construire une gouvernance qui va nous permettre de faire de la croissance raisonnée. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi tout de suite ? Dans ma vie ou dans le CIMAX ? Je ne permettrai pas de poser une question sur ta vie, mais en tout cas, par rapport au CIMAX, par exemple. Moi, je suis très optimiste. Je vois toujours le verre d'eau à moitié plein. C'est-à-dire que oui, tout n'est pas parfait, mais en même temps, si tout le monde était parfait, le coaching n'aurait plus de raison d'être. Moi, j'aime bien les situations complexes où rien n'est parfait, où au moins on a une influence sur le système qu'on va pousser dans la bonne direction. S'il fallait résoudre avec une baguette magique tous les problèmes, je m'ennuierais. Qu'est-ce que je ferais ? Et je crois que je démissionnerais et je partirais. J'aime bien avoir une influence sur le système, j'aime bien pousser un système dans une direction qui est codéfinie bien sûr, qui est un travail très collectif. Une de mes motivations, c'est que j'ai un métier assez indépendant dans lequel finalement je suis assez seul, il y a une vraie solitude du métier de coach, du métier de superviseur. Et donc là, je suis vraiment en intelligence collective avec l'équipe. Donc, avec beaucoup de complexité les jours où un peu négatifs, mais avec beaucoup de plaisir les jours où tout marche. Alors Gilles, découvrons ce que tu as choisi pour faire un intermède à notre entretien. Alors il s'agit du titre Just for One Day du DJ français David Guetta sorti en 2003 contenant un sample de la chanson Heroes de David Bowie sorti quant à elle en 1977. Pourquoi ce choix, Gilles ? Plein de raisons. D'abord, David Bowie a bercé mon enfance, mon adolescence, comme plein de gens, par sa diversité, par le choc de ses tenues, de ses styles, de son évolution de sa musique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, mais ces grands monstres de la musique, on va pas pouvoir faire mieux. Et quand on voit David Guetta, DJ français, dans une version que je trouve meilleure, entre guillemets, ou en tout cas adaptée au monde d'aujourd'hui par rapport à la musique de l'époque, je trouve ça fascinant d'arriver à faire danser et à faire durer une musique sur la longueur en la réadaptant au monde d'aujourd'hui. Et après, le thème Just Be a Hero, Just for One Day, c'est quand même fabuleux. Et souvent, je démarre d'ailleurs les sessions de coaching en disant la mauvaise nouvelle du jour, c'est que tu vas être la personne la plus importante pendant toutes les sessions de coaching, parce qu'il y a des gens pour qui cet espace de réflexion, il est dur. Réinterpréter un titre pour le remettre au goût du jour, c'est du marketing ou de la recréation pour toi ? Pour moi, c'est totalement de la recréation. Pour moi, le talent, c'est de se réinventer. Moi, c'est ce que je vois en coaching, c'est d'aider les leaders à se réinventer. Et réinventer la musique en la mettant au goût du jour, c'est un vrai talent. Il faut convaincre David Bowie de pouvoir le faire. Et 2, il a fallu trouver une forme qui ancre dans l'air du temps une musique qui finalement aujourd'hui n'était plus tellement adaptée, même si David Bowie nous a tous fait rêver il y a 50 ans.
Alors sans doute le sais-tu, mais il s'agit d'un remix initialement pirate qui a plu à David Bowie et qui a proposé à David Guetta de le sortir officiellement. L'officieux qui devient officiel, ça t'évoque quoi ? Bonne question. Je le savais que c'était un pirate et donc je trouve aussi l'histoire intéressante, c'est que parfois il faut oser. Et parfois quand on a du talent et qu'on ose, ça marche. Et finalement, moi j'ai fait l'école HEC dont le slogan est « Oser ». Et je trouve que quelque part, souvent dans la vie, on n'ose pas assez. Surtout quand on est français, on n'est pas dans une culture du oser. Il y a à accepter d'oser et à un moment de re-rentrer dans le système. Ce parallèle me parle bien. J'ose et puis à un moment, je re-rentre dans le système. Dans cette seconde partie de l'interview, nous allons prendre un petit peu plus de hauteur. Ça va pas être très compliqué pour toi, superviseur. Quelles sont les qualités qui font un bon coach selon toi ? Justement, cet équilibre entre être soi-même, être orienté relation et être orienté résultat. Cette triangulaire qui est une vraie complexité, de s'écouter, d'écouter son intuition, d'écouter bien sûr son client, son besoin, sa demande, et en même temps on est payé pour un résultat. Surtout dans le coaching professionnel avec une entreprise, même si en théorie c'est qu'une obligation de moyens, on a quand même une forme d'obligation de résultat. Quelles sont les qualités qui font un bon superviseur ? Une prise de hauteur, bien sûr. Moi, je dirais aussi un regard spirituel sur le monde. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que superviseur, on a besoin d'avoir, alors que ça soit une philosophie de vie ou une spiritualité ou une religion, il y a plein d'autres façons de le voir, mais redonner du sens, qui aujourd'hui est une demande quand même beaucoup de coachs, de dirigeants, de managers qu'on accompagne, c'est important d'avoir cette longueur d'avance et d'avoir déjà cette réflexion là-dessus. Et après, c'est comme le coaching pour une partie, c'est-à-dire poser des questions, mais des questions très ouvertes, des questions que la personne ne se pose pas ou qu'elle ne se pose pas de cette façon-là. Je pense que ça, c'est en partie commun au coach et au superviseur. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette dimension un peu de transcendance, en tout cas d'éveil de la conscience chez le superviseur ? Pour moi, oui. Mais je pense que c'est pas obligatoire. Mon superviseur est maire d'un rabbin. Je l'ai découvert pendant la supervision. C'était pas du tout ni un critère, ni quelque chose de conscient. Mais ça m'a intéressé. Elle m'a fait découvrir Delphine Orwiller, que j'adore. Ça m'a créé un espace de réflexion, de vision, mais aussi de différence. Je suis d'identité catholique. Mais c'est aussi ça, ce qu'on cherche dans la supervision, c'est un regard un peu décalé, c'est un regard un peu différent, c'est un regard, comme tu dis, transcendantal, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'ai une spiritualité très forte qui est importante, dont une partie vient du yoga, une partie vient de mon identité chrétienne, une partie puise à plusieurs endroits. Et c'est un sujet qui est important dans la recherche de sens de pourquoi je fais ça, pourquoi je suis sur Terre, pourquoi aujourd'hui j'ai encore envie de faire ça, j'ai encore envie de bosser pendant 10-20 ans. Il y a plein de questions comme ça aujourd'hui et je trouve que d'avoir un espace où on peut se poser cette question est intéressant dans un espace de supervision. Il y a plein de gens pour qui c'est probablement pas le sujet. Oui, ça peut être précieux si le coach est appelé à ce type de supervision-là. Exactement. Quelle est ta vision du coaching et de son évolution récente et éventuellement qu'est-ce qui t'étonne le plus ? Moi, je pense que de toute façon, le coaching, il est ancré dans la réalité du quotidien et dans le besoin d'un monde, d'une société, d'un environnement. Donc déjà, on le voit, le coaching en France est légèrement différent du coaching en Angleterre ou aux États-Unis. Donc il y a une spécificité locale, il y a des influences de culture. Le coaching est très imbriqué dans la culture. Donc que le coaching évolue, grandisse, se transforme, ça c'est normal. En plus, on le voit, les premières écoles de coaching ont été plutôt formées par des psys. Maintenant, on a vu la deuxième génération comme moi, qui étaient des gens qui venaient de l'entreprise. On voit même maintenant de plus en plus émerger des très jeunes coachs qui n'ont jamais vécu l'entreprise et qui ont juste envie de plonger dedans très jeunes en sortant directement dans la vie active. Il y a une nouvelle réinvention du coaching qui se fait. Donc, on voit qu'il y a un double courant. Il y a un courant de l'État qui veut formaliser les compétences clés des formations au coaching. Il y a un courant sur la supervision où est-ce qu'on formalise des compétences ou est-ce qu'on dit que c'est de l'executive reflection, c'est de la reflection et de la prise de hauteur et un endroit réflexif. Oui, il y a des courants de pensée, comme de toute façon le coaching lui-même appartient à plusieurs courants de pensée. Et moi, je trouve ça bien. Moi, je suis pour la diversité. Je suis beaucoup sur le coaching inclusif. C'est un sujet important pour moi et c'est une valeur forte pour moi, dans lequel je trouve que c'est bien que ces différents modèles cohabitent, mais à condition qu'il y ait un endroit comme le CIMAX qui va permettre de pouvoir le partager, de limiter les abus quand il y en a, et de gérer une montée en compétences vers le haut du métier de coach. Promouvoir la régulation. Promouvoir une certaine forme de régulation. Mais aujourd'hui, il y a une régulation que sur le coaching professionnel, donc le coaching B2B. Il y aura demain le sujet de gens qui utilisent le terme de coaching, coaching de vie, coaching de séduction, coaching de sport. Enfin, le mot de coaching est utilisé à plein d'endroits, donc peut-être qu'à même un jour, entre le sport et d'autres métiers, il faudra réfléchir qu'est-ce qui fait qu'on l'utilise ou qu'on l'utilise pas, ou créer des mots spécifiques.
Donc ça, c'est une vraie réflexion. On a le temps, hein. Le terme est galvaudé, donc à un moment donné, il faudra se pencher sur le sujet, en effet. Quelles sont les difficultés récurrentes auxquelles sont confrontés les coachs que tu supervises, Gilles ? Alors moi, je supervise très peu de coachs. Moi, je supervise plutôt des dirigeants. Donc, j'ai pas une vision globale aujourd'hui large. Et en plus, je fais beaucoup de supervision pro bono. Enfin, je fais plutôt la supervision solidaire que de la supervision payante. Donc, j'ai très peu de coachs individuels que je supervise et j'ai pas de supervision collective. Eh ben, ça m'intéresse. Alors, la supervision de dirigeants, c'est quoi les difficultés auxquelles sont confrontés les dirigeants que tu accompagnes, que tu supervises ? Les difficultés sont des difficultés de 1, gestion dans la durée de leur énergie, de leur résilience, qui est un vrai sujet. 2, comment avoir une longueur d'avance sur les thèmes, sur les sujets qui viennent. Comment gérer leur émotionnel. On l'a vu, le Covid a été très dur pour beaucoup de dirigeants. La vie en couple, ils gèrent des équipes à distance. Un dirigeant, a priori, il n'a pas appris ça, il aime pas ça. Il aime aller au bureau, il aime avoir ses équipes sous lui, il aime les appeler en direct, enfin, choses comme ça. Il y a eu une vraie transformation du rôle et de la vision du dirigeant, en particulier avec le Covid depuis 2-3 ans. Il y a eu plein de sujets autour du Covid au sens large. Et après, il y a beaucoup aussi comment canaliser positivement son ambition pour beaucoup d'entre eux. Mais pourquoi, comment, à quel prix, quel sacrifice, à quel moment je dois être vigilant. Et après, il y a aussi beaucoup de se réinventer, mais qui est aussi un peu ma spécialité. Donc, c'est pour ça que j'attire plus les dirigeants qui sont là-dedans. C'est-à-dire, j'ai un style qui m'a permis d'aller jusque-là, mais aujourd'hui, il y a le digital, aujourd'hui, il y a le télétravail. Il y a plein de choses qui heurtent un peu les dirigeants ou dans lesquelles ils sont pas en phase, ou qu'ils subissent plutôt. Et l'idée, c'est de travailler comment moi, je vais passer de le subir à, au contraire, le gérer, le manager, l'amplifier et bien vivre avec ces nouveaux courants. Les millennials aujourd'hui qui veulent changer régulièrement, enfin voilà, qui ont d'autres visions du monde de l'entreprise. Donc il y a les aider aussi à lire le monde d'aujourd'hui, l'accepter et le transformer dans leur talent. Ouais. Quel est le rôle des coachs dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons ? Je trouve que le coach a un rôle sociétal extrêmement fort. C'est un sujet que j'aimerais pousser pour le CIMAX. On a un rôle sociétal sur le coaching parce que ce qu'on vend finalement dans le coaching, c'est un équilibre entre le bonheur et la performance, entre la réussite professionnelle, la réussite personnelle. Assumer d'être soi et en même temps de suffisamment s'adapter pour réussir les challenges qu'on a à réussir dans l'entreprise. Donc cet équilibre-là, savant, complexe et mouvant, je trouve que là, pour le coup, on a un très très beau métier. Pour moi qui suis un ancien trader, je trouve que là, aujourd'hui, je suis fier d'être intégré dans la construction d'un monde meilleur demain. Il y a des limites à ça, hein. On peut nous reprocher d'être parfois trop à aider nos clients à se suradapter. On l'a vu les sujets sur le bore-out, burn-out et tout ça. C'est aussi un sujet dans lequel nous, on réfléchit en tant que coach, en tant que superviseur, de vigilance, quand on le sent, quand on le voit, d'apprendre à le détecter, d'apprendre à aider nos clients à ne pas y aller, choses comme ça. Donc on a un vrai rôle aussi là-dessus. Et donc justement, le rôle des superviseurs dans ce même contexte ? On a des systèmes de plus en plus complexes, donc on a de plus en plus besoin de gens qui nous prennent de la hauteur. On voit les entreprises ont beaucoup surpromu les doers, des gens qui sont des machines à faire et qui sont des machines de guerre. On en voit, c'est impressionnant. Sauf qu'il y a un moment, il faut se poser, il faut s'arrêter, il faut prendre de la hauteur et se dire mais pourquoi je le fais, qu'est-ce que je fais et est-ce qu'en en faisant moins, je ferais pas mieux. Et aujourd'hui, on le voit, le less is more de Steve Jobs et d'autres avant, d'apprendre cette hauteur, apprendre à s'observer, à regarder le système, à regarder ses équipes, à se regarder soi. C'est un endroit magique pour ça, la supervision. Alors à présent, nous allons faire une interview rétrospective de ta carrière. Quel a été ton premier coaching, si tu t'en souviens ? Très bien. Je date mon identité de coach de ce premier coaching payant. Mes premiers coachings, c'était du sortant de prison. Donc j'ai fait 2 ans et demi de bénévolat dans une association qui s'appelle le MRS, qui s'occupe de la sortie de prison pour prévenir la récidive, et dans lequel je suis intervenu à Fresnes pour aider les gens à préparer leur sortie de prison. Ça s'appelait pas coaching, ça s'appelait accompagnement, mais ça a été mes premiers accompagnements formels avec des objectifs et même des mesures, hein. Alors, c'était pas tout à fait du coaching parce que s'ils faisaient bien, on leur donnait de l'argent, on leur payait une nuit d'hôtel, on leur payait un certain nombre de choses pour les aider. Il y avait une carotte souvent. On avait les moyens de les aider pour ceux qui faisaient leur papier, ceux qui faisaient un CV. On faisait des entretiens de CV, on les aidait à faire leur CV, choses comme ça. Mais mon premier coaching payant, c'était un ancien broker dans la finance qui rêvait de devenir reporter de guerre, mais qui avait 45-50 ans, des revenus faramineux de la finance, dans un métier qui était en train de mourir. Il y avait tout le brokerage informatique et la désintermédiation qui arrivait. Son métier était en train de mourir et il avait envie de faire autre chose. Finalement, la conclusion, c'est qu'il allait rester dans ce métier et tenir le plus longtemps possible, qu'il se formerait au coaching après. Il avait adoré le coaching et que son rêve de devenir reporter de guerre, c'était un rêve qui était tellement inaccessible qu'il lui permettait juste d'accepter la réalité qu'il tenait pour des critères essentiellement financiers dans un métier qui était en train de mourir.
Par rapport à une vision un peu idéalisée du coaching, c'était un coaching dur, oui. Alors, quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier ? Un de ceux dont je suis le plus fier, parce qu'il n'y en a pas qu'un, c'est une personne qui est DG d'une boîte dans le cinéma, mais qui s'embêtait parce qu'en plus, restructuration, plans sociaux, enfin bref, faisait un vrai métier de DG et pas du tout un métier de cinéma. Et il me dit à un moment, moi, si je viens dans le cinéma, c'est vraiment pour faire de la production et du cinéma. Et donc, il m'embauche à titre perso. Et il a demandé à son patron d'embaucher son successeur. Il a créé un poste de coproduction dans cette boîte de cinéma, dans lequel lui s'est mis reportant à son successeur. Donc, il est descendu d'un cran avec réduction de salaire. Il était avec une famille, des besoins financiers, enfin la totale, et pas de fortune personnelle lui permettant de le faire. Et il fallait vendre tout ça à son boss. C'était une histoire assez incroyable parce que depuis, il a produit quelques films avec succès. Voilà, c'est une très belle histoire. Parce que moi-même, j'y croyais à peine. Enfin, c'est là où on se retrouve dans le coach sur un objectif, dans un monde que je connaissais pas, le monde du cinéma, sur un objectif où je me dis, wow, enfin, je vais l'aider à ça, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix, quoi? Donc, c'est vraiment du coaching, entre guillemets. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné ou supervisé un client ? Moi, je suis quelqu'un de très non-jugemental. Donc, en fait, j'ai vraiment des demandes parfois très, très bizarres. Celui dans le cinéma, là, de rétrograder d'un cran, je crois que c'est peut-être lui le plus surprenant que j'ai eu. Moi, j'ai plutôt des coachings d'ambition. Je suis assez ambitieux, je cache pas, je parle d'argent facilement. Donc, j'ai plutôt des coachings d'ambition. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi ? C'est que j'ai contribué à leur réussite. C'est ce que j'explique à ma fille. Moi, j'aide les gens à mieux travailler et à mieux réussir. Dès 5 ans, tu lui expliques ça ? Ouais, je l'explique. Elle m'a demandé, elle est venue à mon bureau. J'ai un énorme panier de figurines. Genre Playmobil, c'est ça ? Ouais, Playmobil & Co. J'ai plein de figurines d'archétypes. C'est des archétypes ou c'est des constellations ? C'est des archétypes, mais que j'utilise en tant que constellation. Elle a dû adorer ta fille. Mais elle adore. Et du coup, elle est toujours partante pour venir au bureau. Donc, j'ai dû lui expliquer à ma fille ce que je faisais. Ah bah oui, parce qu'elle a dû se demander pourquoi tu avais des Playmobil au bureau. Quoi. C'est sûr qu'elle va peut-être vouloir devenir coach dans ce contexte-là. Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative des coachs ? Alors, on va le faire à l'envers. Quelle a été ta première décision ? Ma première décision, ça a été de mettre à plat le fonctionnement pour rentrer dedans et le comprendre. Parce que finalement, je fais pas partie du système, entre guillemets, du paritarisme. Je connais pas tout cela. Je connais très bien PSF, mais je connais peu ou pas les autres. Je suis aussi membre au MCC, mais entre guillemets dormant, voilà, je suis pas très présent. La première décision, c'est de pas en prendre, c'est d'observer, c'est d'écouter tout le monde, c'est de construire un collectif. Et la première décision, juste avant d'être élu, c'était d'abord de construire un collectif qui soit fort. Parce que vu la complexité, il faut une équipe de 6-7 personnes. On a créé des postes de vice-président. Je suis allé chercher spécifiquement des personnes. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton propre parcours ? Aucun. J'ai aucun regret. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup de phrases qui sortaient en disant voilà, les médecins en soins palliatifs, quels sont les regrets de ta vie ? Donc je les ai lus et je me suis dit c'est quoi le regret que j'ai dans ma vie ? Et j'en avais un seul, c'est d'avoir un seul enfant. Et donc après, la vie était sympa et m'a permis d'avoir un deuxième enfant. Donc je n'ai plus de regrets aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien, Gilles ? Le coaching est un merveilleux métier, mais s'ils écoutent le podcast, c'est que déjà ils en sont convaincus. La supervision, même si c'est compliqué financièrement, trouver un moyen, quitte à faire un deal, au minimum d'être en co-vision, si vous ne pouvez pas avoir un superviseur, mais ne squeezez pas cette partie-là. C'est une partie qui est fondamentale parce que c'est la clé de votre développement, qui fait que l'argent suivra. Et puis après, deuxième chose, c'est soyez fiers de votre métier et apprenez à le vendre. Quels sont tes prochains projets ? Je vais probablement développer mon business sur l'international grâce au Covid. Covid m'a permis de développer le digital, la visio, et je faisais des formations en anglais, mais je me déplaçais un peu en avion. Je suis un peu écolo, donc prendre l'avion pour une journée, c'est compliqué. Que eux viennent pour une journée, ça coûtait cher. Donc grâce au digital, aujourd'hui, je fais de plus en plus de coaching, de formation en anglais à l'international. Et ça, c'est une partie que je veux développer. Et du coup, je pense que mon prochain courant sera vers l'international. Mais j'ai aussi d'autres idées, d'autres projets. Je pense que toute la formation en e-learning /coaching /blended est en train de se réinventer beaucoup aujourd'hui grâce au Covid, mais grâce aussi à Calliope qui est en train de challenger tout ce monde-là. On voit les neurosciences qui arrivent très vite. Je me suis certifié sur Open Mind. Je pense qu'on va de plus en plus mettre des capteurs sur le corps pour vraiment connaître les gens, comme le fait Open Mind avec la réalité virtuelle, des serious games et autres. Donc je pense que ce monde-là est en train de se réinventer. Donc j'ai envie d'en faire partie. Sous quelle forme, je ne sais pas encore très bien. Alors à présent, écoutons ton choix pour incarner ton propre parcours, ton choix musical final.
Alors il s'agit bien sûr de l'air de la Reine de la Nuit, extrait de l'opéra de la Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart, interprété ici par la cantatrice slovaque Edita Gruberova. Pourquoi ce choix, Gilles ? J'ai une grande période d'opéra qui est un peu passée, mais qui a été une période très forte pour moi. Et je trouve que Gruberova a un timbre de voix et une façon de chanter Mozart qui est incroyable. J'ai eu la chance de voir La Reine de la Nuit à Bastille dans une mise en scène hyper moderne. Et j'adore, moi, le revisiter des vieux opéras avec des mises en scène ultra modernes sur des voix qui nous touchent. Et puis après, la symbolique de La Reine de la Nuit, c'est que tes alliés sont pas forcément tes alliés. Moi, je trouve que c'est une assez bonne métaphore de la vie. Se méfier des apparences et en même temps savoir compter sur ses amis. À la fin de l'opéra, il y a une place juste pour chacun où tout le monde a trouvé sa place. Donc j'aime bien cette morale. Alors La Flûte enchantée est la dernière œuvre de Mozart. C'est un opéra en 2 actes datant de 1791. Il raconte les aventures fantastiques du prince Tamino, parti avec une flûte enchantée dans le royaume de Sarastro pour délivrer Pamina, enlevée à sa mère, la Reine de la Nuit. Combat de la lumière contre la nuit, les illusions et les tromperies permettent l'instauration d'un ordre nouveau, héritant de l'ordre ancien, un changement dans la continuité. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Le changement de la continuité, c'est pas toujours possible, mais le changement, c'est notre métier. Toutes les métaphores par la musique de la transformation, de la capacité à vivre cette transformation, et que globalement, une transformation est positive. Donc même s'il y a des états intermédiaires négatifs, il y a des moments de désespoir que l'opéra a décrit souvent très bien, mais à la fin, il y a un happy end, et je trouve que c'est une belle leçon de vie, quelque part. Alors décédée en octobre 2021, cette soprano a interprété pendant près de 50 ans différents rôles, dont la Reine de la Nuit, qui était son rôle fétiche. Comparaison n'est pas raison, pour autant je me suis demandé si les rôles de président d'instance représentative étaient fétiches également pour toi. Quand on est coach et superviseur, donc toujours dans un rôle d'accompagnement et jamais dans un rôle opérationnel, 1, on développe des frustrations, 2, on commence à être de plus en plus décalé de la réalité de nos clients. Donc il est intéressant à un moment de se remettre dans la réalité du monde moderne, du monde de l'influence, du monde de la décision, voilà. Et donc, c'est des endroits intéressants pour pouvoir exister sur une autre sous-personnalité que celle de coach ou de superviseur. Tu m'as pas vraiment répondu sur pourquoi avoir fait ce choix spécifique, qui est un choix fort en plus, pour incarner ton propre parcours. Ou alors je l'ai pas entendu, Gilles. C'est une belle fin. C'est aussi pour montrer la diversité entre l'électro remixé et un opéra fétiche pour moi, que tout le monde connaît. Parce que c'est comme un opéra symbolique, mais surtout maçonnique. Ça t'inspire ? Cette recherche du symbole, du message sous-jacent, caché, mais pas tant que ça en fait, parce que quand on lit le livret, c'est assez évident. Et puis il était franc-maçon, de toute façon, Mozart. Je suis plus dans les archétypes que dans les symboles. C'est vrai que c'est pas très jungien. C'est moins jungien, même si Jung a aussi un peu utilisé les symboles quand il dessinait ses mandalas, mais lui était plus sur des symboles asiatiques. L'ésotérisme ou certaines formes d'ésotérisme sont une réflexion intéressante sur la symbolique, sur les mythes, sur tout ça. Donc oui, ça fait partie d'une recherche globale. Moi, je me retrouve plus dans d'autres courants pensés que dans celui-là. Alors dans cet opéra, le bien, symbolisé par l'amour, trouvé par les personnages, triomphe à la fin. Qu'est-ce qui constitue le bien dans ton parcours, Gilles ? C'est une recherche de faire le bien autour de moi. C'est une recherche assumée de sécurité à des moments de ma vie. C'est une recherche d'équilibre entre une ambition personnelle, une ambition professionnelle et une ambition sociétale. C'est ça aujourd'hui le bien. Je ne me suis jamais senti comme un activiste, mais de le faire à mon niveau, sur mon écosystème, que ce soit avec mes équipes, d'aider les gens à trouver leur compte et à contribuer à un monde meilleur, oui, moi je trouve que c'est assez sympa, sans tomber dans le surégo ou sans tomber dans certains travers. Je trouve que cet équilibre-là est un équilibre intéressant de se tester quand on est proche d'une certaine forme de pouvoir. Alors avant de conclure, je vais rappeler les titres des jeux que tu as co-créés, donc avec Arnaud Constancias et Manuel De Souza. Archétype, quelles énergies vous animent, et le jeu des intelligences. Merci beaucoup Gilles pour ta participation à ce podcast, merci beaucoup. Merci beaucoup David. Parcours de coach. Merci pour votre écoute. Le podcast Parcours de coach est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes diffusés. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com
et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.